Donc, j'interviens après Isabelle Levesque et on va continuer l'incursion dans le monde des jardins du XIXe siècle, qui sont donc très méconnus et qui pourtant représentent la majeure partie des parcs et des jardins où nous vivons aujourd'hui. Édouard André a défini l'art des jardins, cette aimable manifestation de l'esprit humain, disant qu'elle a connu un grand développement et un grand rayonnement dans cette seconde moitié du XIXe siècle, en accompagnant les mutations de la société et bénéficiant de l'incroyable accélération des progrès techniques et des échanges des biens et des personnes. Cette histoire est une histoire encore à faire. On connaît des lieux, même si la conscience qu'il s'agit d'un patrimoine à préserver n'est pas toujours présente. On connaît quelques grandes figures sur lesquelles nous reviendrons, mais on connaît encore très mal le métier, les façons de l'exercer, les échanges qu'il y a pu y avoir entre les professionnels, les influences réciproques entre l'art, la science, les courants philosophiques de l'époque. Et finalement, faute de pouvoir établir de véritables chronologies, de faire ressusciter des artistes un peu moins connus, on a du mal à avoir une vision complète, juste, et on a trop souvent une vision un peu simpliste, il faut bien le reconnaître. On a trop souvent une impression de répétition à l'infini de ces modèles de jardin avec un bassin en haricots, dit-on même souvent, un peu négatif, des végétaux exotiques déjà vus, des vallonnements mal à propos, et on a trop souvent l'image que c'est un peu ça finalement le jardin paysager 19e. On va donc essayer de revoir ensemble ce stéréotype et enrichir finalement notre vision du parc paysager français tel que Édouard André le définit. Son objet est la combinaison de la nature sauvage avec un art qui en fasse valoir les côtés attractifs, en cache les points défectueux, y ajoute au besoin des beautés de son invention et dissimule habilement sa présence. On voit, c'est un objet extrêmement complexe qui va donc nécessiter de véritables professionnels, des artistes pour le réaliser. Or, il se trouve que Paris a connu un développement particulièrement intéressant des parcs paysagers sous l'impulsion de Napoléon III, qui a confié à Haussmann la transformation profonde de Paris, pour lequel les parcs et les jardins ont été une composante importante. Nous reviendrons ici brièvement sur ces transformations parisiennes entreprises par Haussmann et par Alphand, qui nécessiteraient une séance à elles seules et qui, par ailleurs, ont déjà été assez bien étudiées. Nous verrons en revanche plus longuement comment les paysagistes français se sont appropriés cet héritage, l'ont fait rayonner et ont su renouveler, ou non, cet art paysager si identifié au visage du Paris haussmannien. Le paysagiste, progressivement, devient une figure connue, un personnage reconnu, un personnage de la société à qui on peut remettre des médailles. Et à côté des figures comme Barye et Deschamps, comme les frères Buller, les Duchesne père et fils, ou encore les André père et fils qui ont été appelés à l'étranger, on trouve de très nombreux concepteurs qui diffusent dans toute la France cet art des jardins tel qu'il a été réinventé par l'équipe d'Haussmann. Alors en cette année de commémoration du centenaire de la mort d'Édouard André, on s'attachera spécialement dans cette exploration du monde des jardins à ce personnage qui a des multiples facettes, horticulteur, paysagiste, botaniste, journaliste, parce qu'il nous offre un miroir tout à fait intéressant des tendances, des techniques de la commande telles qu'ils vont se transformer progressivement après 1860. Et nous tenterons de suivre son fil pour explorer cette période foisonnante. Bien consciente qu'il faudrait croiser cette lecture avec l'œuvre d'autres créateurs dans une synthèse qui reste à faire. Lui qui avait particulièrement à l'esprit combien l'art des jardins représentait un enjeu dans la course au développement mondial des grandes puissances, il a été très soucieux de faire rayonner et surtout de renouveler cet art des jardins paysagers. Alors, le voilà, Édouard André. Je vous dis que c'est un personnage reconnu, on le voit là avec sa Légion d'honneur et posant comme un homme qui a réussi. Il a été secondé et l'étude nous le montrera par son fils René André. Et finalement, grâce à eux, on peut étudier à peu près 70 ans de création d'art paysager, de jardins paysagers en France. L'un et l'autre ayant toujours voulu répondre dans leur projet aux aspirations profondes de leurs contemporains, donc étaient très à l'écoute de la commande. On va donc évoquer brièvement cet héritage haussmannien qu'Édouard André revendique pleinement, avant de nous intéresser à une de ses dimensions essentielles, celle de l'horticulture, qui est devenue un enjeu dans la course des puissances au contrôle politique et économique du monde. Nous verrons ensuite des exemples de ce grand rayonnement du parc paysager français, à la fois à l'étranger et en France,
Puis, dans un quatrième point, la manière dont le modèle s'est progressivement enrichi et transformé, grâce en particulier à la réflexion sur les plantes indigènes, exotiques indigènes, et la réflexion sur le style composite. Et enfin, nous montrerons combien le métier a progressivement évolué au gré de nouvelles commandes qui vont permettre aux paysagistes, après l'épisode douloureux de la Première Guerre mondiale, de jouer à nouveau un rôle important dans la constitution des espaces privés, mais aussi de la ville. Voilà. Alors d'abord, Édouard André et l'héritage haussmannien, je vous ai mis toutes ces médailles. On n'a malheureusement pas encore pu faire l'inventaire de tous les concours que ça représentait, parce que c'est en fonds privés. On espère le faire un jour. Mais donc, évoquons cette épopée haussmannienne et la façon dont Édouard André en a hérité. Édouard André est né en 1940, il a été élevé dans le milieu horticole à Bourges, on voit là son père, et il s'est intéressé très tôt à la botanique, une science en plein essor, qui trouve un écho de plus en plus grand dans la société. Il a reçu une formation au départ très complète, il a fait des études classiques, et il décide de se spécialiser dans le domaine végétal, et va donc passer une année à Angers, dans les pépinières Leroy, puis 6 mois comme élève jardinier au Muséum d'histoire naturelle, au Jardin des plantes, où il va apprendre, sous la conduite notamment de Joseph Dequesne, la reconnaissance des plantes, l'étude des plantes. Et puis, en 1860, il a 20 ans, son apprentissage se poursuit au sein d'une équipe prestigieuse. Il a été repéré, on ne sait pas très bien comment, par Alphand, et il est appelé à 20 ans donc, pour rejoindre l'équipe municipale en tant que jardinier principal de la ville de Paris. C'est un titre. Et aux côtés de Barillet-Deschamps, Jean-Pierre Barillet-Deschamps, le jardinier en chef des promenades et plantations de la ville de Paris, il va participer à tous les grands chantiers qui font de Paris une ville moderne, un modèle d'urbanisme pour le monde entier. Voilà l'avenue Foch, l'avenue de l'Impératrice. Ça fait partie des chantiers dont s'est occupé les services des promenades et plantations, avec une remarquable équipe de professionnels dont avait su s'entourer le préfet Haussmann, Eugène Belgrand, Victor Baltard, Gabriel Daviou, Jacques Torf et Barillet-Deschamps, donc, qui est responsable, lui, spécialement des promenades et plantations. Ils vont redessiner le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. On veille à ce que chaque partie de Paris ait son parc, chaque classe sociale aussi ait ses parcs. Et par la suite, ils vont créer le Jardin du Luxembourg, enfin recréer le Jardin du Luxembourg, redessiner le parc Monceau, celui des Buttes-Chaumont, le parc Montsouris. Autant d'occasions pour Édouard André d'apprendre toutes ces techniques, ces principes nouveaux développés par l'équipe municipale à Paris. Et c'est un chantier où il va particulièrement faire ses armes, c'est les Buttes-Chaumont. Il va y être impliqué, il est chargé de la plantation du parc, de ce parc qui a été dessiné par Barillet-Deschamps, et il va y affiner ses techniques, ses principes de composition paysagère, et y mener de nombreux essais de plantation. Ça va devenir la vitrine du savoir-faire parisien, l'endroit où on expose tout ce qu'on sait faire, cette maîtrise de l'eau, ces différentes techniques pour construire des ponts, et à tel point que les Buttes-Chaumont vont être inaugurés en 1867, le jour de l'inauguration de l'exposition universelle. Cette fameuse exposition universelle qui va amener tellement de monde à Paris, on en reparlera. Ce parc a été créé dans une zone malfamée de Paris, c'était l'ancien gibet, l'endroit où on venait pendre les gens, le gibet de Montfaucon. Cette zone a été annexée en 1860 comme l'ensemble des communes qui entouraient Paris pour faire le Grand Paris. Et donc l'équipe va se retrouver tout d'un coup à devoir aménager un Paris beaucoup plus grand. Et donc Édouard André va être emmené dans cette frénésie de création. Il va y découvrir comment, en créant un parc, on crée un pôle attractif, on attire les investisseurs et finalement on crée la ville et on voit là la mairie du 19e qui a été construite en même temps que le parc. Le parc est un nouveau pôle attractif du quartier et la vente des parcelles qui sont autour va permettre le financement du parc. Et c'est Alphand qui incite alors Édouard André à se présenter à un concours qui va être déterminant pour notre Édouard André, qui va se présenter à un concours lancé par la ville de Liverpool en Angleterre, ville en pleine expansion avec tout le commerce maritime qui se développe, puisque c'est un port, et qui veut créer un parc urbain de 150 hectares. Et Édouard André va se présenter, il se trouve qu'il va remporter le concours puis la réalisation, et ça va lui acquérir une très grande renommée.
Et c'est pour ça qu'en 1868, il va quitter la ville de Paris, décider que 8 ans d'apprentissage lui permettent de se lancer dans le vaste monde. Il va pouvoir se recommander à la fois de cette expérience parisienne et de ce succès à Sefton Park pour aller proposer ses services à des propriétaires privés et publics. Il commence à voyager partout. Cette dimension du voyage est très importante pour lui, pour continuer à enrichir ses références en matière de jardin, pour visiter ses chantiers. Et j'en ai mis un juste là, on en parlera de nombreux autres ensuite. Il va par exemple jusqu'en Ukraine, enfin en Crimée à l'époque, à Otrada, pour dessiner un parc forestier. Il va travailler comme un forcené. C'est même se demander comment est-ce qu'il a fait pour faire tout ça. Il s'est installé en Touraine, mais ce n'est pas le port, par exemple, à San Pancrazio, auprès de Lucques, en Italie, à Ebenhain, en Suisse, une propriété qui existe encore. Et voilà, Ebenhain, en 1800. Et on a pu compter qu'avant 1879, il a déjà conçu et réalisé 28 jardins, dont 16 grands parcs en province, 2 parcs en Touraine, 3 parcs à l'étranger, donc en Italie, dans les îles Jersey et au Danemark, des jardins de ville et 2 rosariums. Et toujours, on le présente comme le paysagiste parisien. Il continue à entretenir cette relation avec le milieu parisien, et on en a la trace dans le traité qu'il publie en 1879, traité général de la composition des parcs et jardins, qui va connaître de nombreuses rééditions, la dernière ayant eu lieu en 1986, qui malheureusement est épuisée. C'est un ouvrage qui va avoir un très grand succès et qui est reconnu comme une somme de l'art des jardins. Il connaît notamment un grand succès parce qu'il est très pratique et il s'adresse finalement à des propriétaires, à des gestionnaires, à des gens qui vont vraiment devoir faire des jardins. Il ne s'arrête pas aux considérations esthétiques ou stylistiques. Et donc ce traité va être très diffusé. Il y fait une première histoire des jardins, il mentionne les différentes théories qui ont le cours et signale les réussites de ses confrères. Et il cite principalement messieurs Buller, Joly, le comte de Cholat, il faut lire Choulot, Duclos. On sent que Édouard André est très réceptif aux différentes expériences des uns et des autres et combien ces voyages ont enrichi sa vision du jardin. Et je conclurai là cette partie sur l'héritage haussmannien, parce qu'il faut vraiment considérer cet ouvrage qu'il a en fait commencé à écrire dès 1865 comme la somme de ce qu'il a appris à Paris, de ce qu'il a expérimenté auprès d'Alphand et d'Haussmann, et comme un moment de sa carrière, un espèce de point. Il le publie en 1879, mais il faut se rendre compte qu'il va travailler encore 25 ans. Et donc, il ne faut pas réduire Édouard André à ce traité non plus. Il va continuer à écrire. Mais voilà, il faut le lire comme ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment l'exploration, le décortiquage de ce que c'est que le système de parc alphandien, du système du parc paysager. Et en ça, il va être extrêmement précieux. Alors, avec un petit côté un peu didactique, mais on attend dans un traité, à gauche, mauvais tracé, à droite, bon tracé. Il n'y a pas 36 manières de faire. Pareil pour les allées de ceinture. Il y a un bon tracé et un mauvais tracé. Il expliquera pourquoi. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il allègera un peu le dogme au fur et à mesure de ces années. Voilà, abordons maintenant une dimension qui lui est vraiment propre, qui est celle des plantes. La nature et ses beautés ont vraiment été la grande passion d'Édouard André, une passion exigeante, une école de vie, et ça lui donne un statut particulier parmi tous les autres paysagistes, parce que c'est vraiment un de ceux qui a réussi à conjuguer le métier des plantes, l'horticulture, la botanique avec la composition, plus que d'autres, vraiment. Il est passionné, Édouard André, donc, par le règne végétal. Il veut en diffuser la connaissance et permettre que le plus grand nombre profite de ses découvertes. Il n'est pas pour autant naïf et il sait très bien quels sont les intérêts en jeu dans cette matière. En fait, les plantes nouvellement introduites, elles représentent des enjeux financiers. Les techniques doivent permettre de créer des nouvelles conditions de culture qui vont faciliter l'introduction de toutes ces plantes qui arrivent de partout. Certaines plantes doivent aussi permettre des possibilités d'exploitation pour l'alimentation. Il ne faut pas oublier qu'on a des territoires en dehors de la France métropolitaine, des débouchés industriels, et ça peut transformer l'économie d'une région. Il va donc être très important,
et Édouard André vraiment y est sensible, que l'horticulture française soit encouragée, qu'elle soit rendue performante. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un véritable accès à l'information sur toutes les nouveautés. Ça ne relève pas seulement de l'amour de l'art, des jardins ou des plantes, mais véritablement la prise en compte de ces réalités économiques. Et je trouve qu'on est à un moment intéressant de l'horticulture, comme le montre la création du mot lui-même, qui est forgé, ce mot horticulture, dans les années 1830. Et en 1870, on en donne cette définition, c'est à la fois un délassement, un commerce, une industrie, un art, une science. L'horticulture s'est donc développée au début du 19e et elle va avoir une grande répercussion sur la façon dont les jardins sont aménagés, dont ils sont gérés, vécus, et avec un véritable essor économique à la clé. On voit là des gens qui viennent, ils ne sont pas simplement venus observer ces plantes, ils sont venus aussi les acheter pour pouvoir les planter. Et donc c'est tout un secteur qui s'organise avec des hommes qui se connaissent bien, parce qu'ils ne sont pas très nombreux finalement, des journalistes, des pépiniéristes, des paysagistes, des scientifiques, et comme Édouard André, dans le cas d'Édouard André, ces rôles se recouvrent parfois. C'est aussi l'horticulture un enjeu politique. À l'heure où les nations se livrent une véritable course à l'empire colonial, il y va de la place de la France dans le monde. Et monter des expéditions à l'étranger, c'est une façon de faire avancer le drapeau de la France un peu plus loin, dans des vallées perdues du Pérou. On y va et on en maîtrise la faune et la flore surtout. Il n'y a qu'à voir donc l'importance donnée à l'horticulture dans les expositions universelles. L'horticulture qui auparavant n'était pas forcément mise en valeur va l'être de plus en plus. Et alors voilà, j'aurais dû vous passer cette image avant pour vous montrer cette passion. Ça, c'est une image d'un jardin d'hiver planté suivant le style naturel recommandé par Édouard André. Ça montre cette grande connaissance qu'il a des scènes végétales, mais aussi des végétaux, la diversité des végétaux qu'il veut avoir. Et donc, pardon, on va revenir un instant sur cette image, pardon. En 1870, l'horticulture bat son plein et, nous dit Édouard André, une extraordinaire émulation entraîne Anglais, Allemands, Belges et Français dans un incroyable tourbillon de mode et d'enjeux financiers. Les naturalistes sont avides de décrire et de classifier exhaustivement la planète. On va avoir des explorations scientifiques, des conquêtes coloniales qui sont une manière finalement d'oublier l'affront de la défaite de 1870 et de montrer au monde que la France est restée une grande nation capable de rivaliser avec ses voisins allemands et surtout anglais dans cette mission d'exploration du monde. Et donc Paris va être le centre d'un mouvement très actif pour le développement de l'horticulture. Et donc, Édouard André, lui, va pouvoir s'engager, découvrir tout ce monde, finalement, à travers son embauche à la ville de Paris, puisqu'il va travailler avec Barillet-Deschamps. Barillet-Deschamps, lui, il était horticulteur. Il a cessé ensuite, quand il est arrivé à Paris. Il avait une pépinière dans la région bordelaise. C'est là qu'il a été repéré par Haussmann. Et il avait mis au point des techniques de multiplication des végétaux qui permettaient de diffuser, d'obtenir des végétaux à bas prix et donc de les diffuser très largement. Il dit « Je consacre mes efforts à la multiplication à l'infini des végétaux, y compris pour des plantes exotiques comme le bananier ou le canna qui étaient auparavant réservés à une élite. » Donc on est bien là dans une démocratisation de la plante exotique. Donc, lorsqu'Édouard André rejoint les services des promenades et plantations, il s'agit de pouvoir fournir les végétaux nécessités par les nouveaux projets parisiens. Il faut fournir. Et donc, Barillet-Deschamps va, en 1855, créer une pépinière à la Muette, qui s'appelle Le Fleuriste, qui va ensuite être continuellement développée et transformée. Et Édouard André arrive précisément en 1860, dans ce moment de transformation. On construit de très grandes serres, je cite Édouard André, on procédait alors à la reconstruction des grandes serres, au creusement de vastes caves destinées à abriter la multitude des plantes tuberculeuses et à conserver des plantes vulgaires qui peuvent se passer de lumière pendant plusieurs mois d'hiver avant d'être mises en végétation. Édouard André est bien sûr soumis à des impératifs de production, mais il a quand même le temps de développer de faire de la recherche et de voir ce qu'on pourrait faire comme nouveaux arrangements dans les jardins de la ville de Paris. Il mentionne notamment une collection d'arbres exotiques rares,
de plantes. Est-ce que j'ai mis une photo? De plantes tropicales utiles ou officinales. Il fait des essais pour planter en plein air un bananier, qui auparavant on était obligé de le transplanter à grands frais au moment de la belle saison. Il va poursuivre également des recherches sur les plantes de pleine terre à beau feuillage, qui fournissent un ornement très intéressant et robuste dans les squares. Donc on est bien là dans une double logique de production et d'exploration des possibilités nouvelles offertes par ces végétaux. Un autre de ces sujets de recherche qui nous semble un peu démodé, c'est la panachure des végétaux, puisque tout le monde était très enthousiaste pour ces végétaux bicolores. Il s'agit bien là, aux fleuristes de Paris, d'anticiper les tendances. Et donc, autour de ce fleuriste gravite tout un réseau de jardins, de pépiniéristes, d'horticulteurs, où Édouard André va pouvoir faire des connaissances intéressantes. Et au moment où les serres d'Auteuil sont menacées, il est bon de se rappeler la lamentation d'Édouard André quand il a vu les serres de la Muette être transplantées à Auteuil. Je vous le cite. Cet établissement, la Muette, donc, qui était il y a quelques années le plus vaste laboratoire de multiplication des plantes d'ornement, est bien déchu de son antique splendeur. Après avoir passé des hommes des mains spéciaux qui le dirigeaient, sous-entendu les horticulteurs, dans celle des ingénieurs de la ville, dépourvus de tout sens horticole, faisant étalage de leur peu de goût pour les fleurs, nous apprenons qu'il va être rasé et que les terrains qu'il occupe seront vendus pour bâtir. Bon, je vous laisse conclure. Il finit « Adieu, les beaux jours de la floriculture municipale, les collections réunies avec tant d'amour ». Je vous laisse méditer et agir et signer la pétition s'il faut le faire. Donc, voilà le bananier qu'il avait réussi à implanter, enfin qu'il avait cherché à implanter en pleine terre. Et tout ça pour pouvoir être exposé lors des expositions universelles. Il y a donc des moments forts dans l'horticulture et on se retrouve, et c'est là où aussi le réseau se constitue. Ce mouvement a été relancé par la grande exposition internationale de Londres en 1851, qui vit la construction du Crystal Palace par Paxton, et qui avait piqué les Français au vif. Et donc, il va y avoir une espèce de course à la plus belle exposition, à la plus grande, mais finalement, tout ça pour stimuler les progrès de la science et de l'art. Elles sont aussi censées, évidemment, encourager les échanges, permettre une meilleure connaissance des peuples et diminuer les conflits. Et donc, Édouard André va vraiment s'investir dans ce mouvement des expositions, voyant là une véritable opportunité et de faire bénéficier le plus de monde possible de ces avancées. Donc, les expositions se succèdent les unes aux autres et on rajoute, si on peut dire, dans la féerie qui est créée. Et George Sand, qui publie un petit texte dans un guide qui est édité à l'occasion de l'exposition 1867, George Sand dit « 1000 autres plantes éveillent les notions géographiques d'où découlent toutes les autres notions scientifiques, sociales, économiques, historiques, religieuses, politiques, industrielles. Voilà l'enfant du peuple initié au besoin de connaître, de trouver et d'agir par le frère oublieux de la misère, le luxe. » Donc en 1867 est venu le tour de Paris d'organiser une grande exposition. Il y en avait une avant, mais c'est en 67 qu'il va y avoir une véritable exposition qui va relancer le prestige de la France à travers le monde. C'est un grand succès. Il y a 6 millions de visiteurs qui viennent la voir du monde entier, qui sont conviés à admirer les dernières découvertes et les dernières techniques. Et le dessin du site de l'exposition représente le triomphe du style français paysager. Alors, on voit là, la place qui est réservée au jardin. Enfin, l'exposition se passe autant dedans, dans le hall, que dans le jardin. Et puis, elle se passe aussi au but de Chaumont. On a là le jury. On voit l'empereur sur la scène, et puis tous les jurys qui sont installés. Malheureusement, la photo n'est pas très bonne, mais... Et voilà ce jardin réservé qui est créé. Et où on vient admirer ces nouvelles techniques horticoles. C'est Barrier des Champs qui a été chargé de l'ensemble du tracé de l'exposition, ainsi que du jardin réservé. On a ce petit... il y a aussi des promenades horticoles partout, mais on peut venir admirer les cascades, les rochers. Et Édouard André, comme d'autres jardiniers de la ville, est alors embauché pour servir de guide dans cette féerie, et ça va lui permettre de faire de nombreuses rencontres intéressantes, notamment William Robinson, dont nous reparlerons.
Lors des expositions suivantes, il n'est plus employé de la ville de Paris, mais il va continuer à être très impliqué dans ce mouvement des expositions, comme jury, comme en participant au concours des plans de jardin. Et pour vous donner une idée de la progression de fréquentation, il va y avoir une exposition en 1878 et celle de 1889 va accueillir 30 millions de personnes. Donc c'est vraiment un véritable enjeu. À ce moment-là, l'horticulture est présentée, il y a des concours et il s'agit de gagner et que la France gagne notamment. À chaque fois, donc, l'horticulture figure en bonne place, y compris à l'exposition 1900 qui, elle, attire 50 millions de visiteurs entre avril et novembre 1900. Donc dans cette logique des expositions universelles, Édouard André va beaucoup s'impliquer dans toutes les expositions, y compris des petites expositions plus locales ou alors plus spéciales comme celle de la Société nationale d'horticulture de France à laquelle Édouard André est très attaché et pour lequel il va dessiner un jardin d'exposition. Il va aussi aller à Nancy. Enfin, on a les médailles du médaillé que je vous ai montré sont un faible écho de toutes ces expositions où il a été récompensé ou juge à son tour. Donc, il va aussi aller à Gand, par exemple, en Hollande. Cette image est pas très bonne, mais elle est importante. C'est un extrait de son album de portraits. Édouard André a collectionné les portraits de ses amis. Je les ai mis tous en vrac exprès. Il y a des gens très connus, il y a des gens moins connus. C'est un espèce de pot pourri du milieu horticole. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'a constitué Édouard André. Au dos de ces photos, il y a souvent des petits mots amicaux qui nous permettent de reconstituer son réseau. Aussi bien des pépiniéristes, donc des directeurs de sociétés d'horticulteurs, des gens inconnus, tous mis ensemble dans cette passion de l'horticulture. Il va s'en faire quelquefois des amis plus spécialement, comme Charles Baltet, qui est un pépiniériste issu de la célèbre famille d'horticulteurs de Troyes, on a mis là, avec ses magnifiques moustaches. Il y a Victor Lemoine qui est moins connu mais qui est un pépiniériste nancéen qui va commercialiser le Streptosolon jamesoni que je vous ai mis là et qui est une plante rapportée des Indes par Édouard André. Cette proximité, elle n'est pas simplement amicale, elle est vraiment, il connaît leurs pépinières, il va voir leurs pépinières, il les suit d'exposition en exposition, il n'hésite pas non plus à les solliciter, à les houspiller quand il trouve que ça n'est pas à la hauteur de leur réputation. Finalement, la passion des plantes est le point commun entre ces hommes qui sont venus d'horizons si différents. Et par ailleurs, Édouard André va, tout en cultivant son indépendance, en gardant son indépendance, être très proche des sociétés d'agriculture de France, de la Société d'horticulture de France, faire des communications. Enfin, c'est un réseau qu'il entretient soigneusement. Il entretient aussi des liens encore plus serrés avec quelques personnalités qui éclairent sa vision de la profession de paysagiste. Parmi ceux-ci, on compte les membres de la famille Villemorin, une éminente famille de pépiniéristes greniers, et notamment avec Henri de Villemorin, qu'Édouard André a souvent l'occasion de croiser dans toutes les réunions agricoles, avec lesquelles il collabore pour un ouvrage Les fleurs de pleine terre. Et Henri de Villemorin fera appel à Édouard André quand il s'agira de construire un petit jardin alpin dans sa propriété de Verrières-le-Buisson. Alors, ça n'est pas que franco-français, on a aussi une vision internationale. Édouard André a énormément voyagé et l'Angleterre représente pour lui une source véritablement précieuse. Il va se faire l'intermédiaire et faire connaître aux Français tous les progrès, les faire publier dans les revues francophones, traduire des articles, et il va devenir correspondant de la Royal Horticultural Society. Et il va développer ses contacts notamment à travers son amitié avec John Hooker, qui est le directeur de Kew Gardens, et les Veitch, qui sont une célèbre dynastie pépiniériste anglais. Ils vont même se voir pendant leur voyage de noces, c'est vous dire. Donc une connaissance extrêmement profonde du milieu anglais. Il va aussi avoir des échanges intenses avec la Belgique, qui est une grande nation horticole, et en particulier grâce à son amitié avec Jean Linden. Ils se sont rencontrés, par exemple, à l'exposition de 1867. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus amis. Et Édouard André va
travaillé étroitement avec lui à l'illustration horticole, on en reparlera. Une autre, je continue ma galerie de portraits, une autre personnalité dont il est très proche, c'est Édouard Morenne, probablement celui dont ils se sont le plus proches en Belgique. Ils ont une amitié qui a duré 20 ans, qui leur a permis d'échanger à de nombreuses reprises, et notamment à partir sur les plantes de l'Amérique équinoxiale, puisque c'est avec Morenne qu'Édouard André va s'attaquer à publier sa fameuse monographie sur les broméliacées. Il la finira seul, puisque Morenne mourra avant. Mais encore une personne qu'il avait rencontrée à l'exposition de 1867 et encore quelqu'un qui lui donne les clés du mouvement horticole belge, ce qui va être extrêmement précieux. Et puis, au-delà de l'Atlantique, une autre personnalité qui va vraiment marquer Édouard André et avec laquelle il va avoir des contacts étroits, c'est Sargent, le célèbre dendrologue américain. Édouard André a aussi son portrait dans sa collection de portraits horticoles. Et c'est Sargent qui va vraiment lui ouvrir l'esprit au monde américain, qui va continuer puisqu'ils vont avoir une correspondance nourrie. Ils se sont rencontrés à Boston et Édouard André a visité l'Arnold Arboretum. Ils ont eu vraiment des relations profondes et c'est Édouard André qui a aidé Sargent à publier son grand ouvrage, son grand traité fondamental dont il a fait faire les gravures en France. Alors voilà le portrait d'Édouard André comme il aime, j'aime à le représenter. C'est vraiment probablement ce qui lui ressemble le plus, c'est lui en explorateur, avec son attirail de naturaliste. On voit qu'il y a des fusils, des couteaux, il s'agit de se défendre. Cette passion pour les voyages a vraiment guidé sa carrière. En 1875, il a une vie bien remplie. Il a déjà conçu de nombreux jardins, il est père de famille, il a beaucoup écrit et il part pourtant près d'une année, il laisse tout en suspens pour faire un voyage, dit-il, dans quelques parties imparfaitement connues de la Nouvelle-Grenade, de l'Équateur et du Pérou. Il est poussé, dit-il, par un très vif désir de contempler la nature tropicale et équatoriale vers laquelle m'appelaient des études déjà anciennes, comme botaniste et rédacteur d'un journal scientifique. Je pars à la recherche de faits nouveaux et de collections d'histoires naturelles. Il ne s'agit pas de revenir bredouille, notamment parce que ça coûte cher. C'est probablement Linden qu'on a vu qui lui a avancé l'argent pour lancer cette expédition. Et évidemment, il s'agit de trouver des végétaux à acclimater. Et donc, il va organiser un voyage. Je ne vous relaterai pas ici toutes les péripéties, tous les événements de ce voyage. Mais Édouard André a accompli avec un certain nombre de compagnons un immense périple. Et il dit « effectué par des chemins aussi nombreux en espèces et en variétés qu'une monographie de la famille des composés ». Alors il passe à travers des paysages très différents, des cols de la cordillère des Andes, des forêts de fougères arborescentes, des marécages, il traverse des fleuves en crue, il franchit des précipices et il résiste aux pluies diluviennes ou aux innombrables insectes ou animaux dangereux. Il fait ce voyage en tant que botaniste, que naturaliste, mais aussi en tant que paysagiste. Et il va vraiment vouloir s'imprégner de scènes, de voir les végétaux dans leur élément naturel. Ah oui, j'ai encore une image. Le voilà, alors là, c'est lui qui est porté. Bon, mais il a aussi beaucoup marché lui-même. Et c'est un véritable travail. On voit qu'il y a des enjeux financiers. Il ne s'agit pas de perdre du temps. Le voilà, lui, sur sa monture. Et il y a un cabinet de campagne qui est installé où on collecte les végétaux. Alors, les végétaux, on voit qu'il y a aussi des animaux. Hein. Vous voyez des drôles un chat, ou je ne sais pas ce que c'est, un chat pendu, des tortues qui rampent. Enfin, c'est tout azimut, la recherche. Et un de ses collègues témoigne, quelques mois après son départ, qu'Édouard André continue ses envois de plantes vivantes, de plantes sèches, d'oiseaux, de papillons, de coquilles. Sa maison de Paris est déjà un vrai musée. On ne sait pas très bien l'organisation qui avait été mise en place pour réceptionner ces envois, mais il semble qu'il y ait eu plusieurs destinataires, notamment le Muséum de Paris et Linden, mais peut-être avec des intermédiaires. On ne connaît pas encore bien ça, et malheureusement, le Muséum n'a plus de traces de tous ces envois. Voilà, la seule trace pour le moment que j'ai de cet herbier, elle est à Kew Garden, on va en reparler. Et donc, Édouard André, à son retour de voyage, va évidemment s'organiser pour faire connaître cette expédition, pour faire connaître ses résultats, faire paraître différents papiers dans des sociétés savantes, et publier un compte-rendu de voyage dans une revue nouvelle qui s'appelle Le Tour du Monde,
et où on choisit avec soin les gravures, c'est celles que vous avez vues en sont issues. Les gravures sont faites par des graveurs connus, et son feuilleton va être publié en 25 livraisons, 6 ans durant. Ça fait durer le suspense, et ça fait durer le plaisir de reparler de tout ce qu'on a découvert. Évidemment, il a donc amassé de très grandes collections. Il en parle énormément dans son récit. Il s'était formé auparavant à la taxidermie, à la récolte des plantes, et ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient faire. Alors, un petit inventaire à l'après-vert, des plantes séchées, des objets ethnologiques, des instruments de musique, des batraciens en bocaux, des oiseaux naturalisés, des croquis de voyage, et évidemment des plantes séchées, des dessins, tout ça en espérant, une fois que c'est confié au bateau, que ça arrive sans trop de dégâts en France. Et donc l'herbier à lui seul représente un trésor de 4300 espèces, dont 3600 nouvelles. C'est lui qui le dit, malheureusement on n'en a plus la trace aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas encore été fouillée à Kew Garden pour voir tout ce qui reste. Et sachant qu'il faut un spécialiste pour traiter ces collections, il les a réparties dans différents établissements. C'est pour ça que Kew Garden en conserve. Il avait envoyé une partie à Kew pour être identifié et nommé. Lui, il s'est réservé une famille, celle des broméliacées, et donc il a préparé cet ouvrage avec Morène. Donc une chose, c'est de décrire des plantes, de les voir, mais l'autre chose, c'est de les rapporter. On se rappelle qu'il y avait des enjeux financiers. Et donc, la plus célèbre de celles qu'il a rapportées, il en a rapporté beaucoup d'autres, c'est l'Anthurium andreanum. C'est une plante qui est très prometteuse. Je vous la mets en couleur, ça sera plus joli. Son introduction est longue. En effet, d'abord, il envoie 40 plants, il meurt. Il faut donc attendre un second envoi, quelques temps après, puis attendre qu'elles soient multipliées, et ensuite qu'elles soient présentées à la presse horticole. Et Édouard André dit « Toute la presse horticole a été unanime à célébrer la beauté de cette nouvelle espèce. On me demande de toutes parts quand elle sera mise au commerce. Il n'en est pas encore possible de fixer la date. Le nombre de pieds introduits est un peu considérable. » Je crois qu'il faut se rendre compte de toute cette agitation. Nous, aujourd'hui, on voit des gravures avec des plantes, mais il y a derrière un marché économique, des gens qui prennent des risques, qui calculent à 6 ans les rapports, ce que peut leur rapporter une plante, en étant évidemment convaincus, s'ils la rapportent, que c'est parce qu'elle pourra faire bon effet dans les jardins. Et donc finalement, cette plante, elle fleurit en premier dans les serres des Rothschild à Ferrières. Donc on voit là le rapport entre ces horticulteurs et puis les riches amateurs d'horticulture qui peuvent prendre ce risque d'acheter des plantes dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont donner. Il s'agit donc d'une fleur précieuse dans tous les sens du terme. Sa floraison est rare, mais surtout, elle va donner lieu à d'importants mouvements d'argent. On ne sait pas très bien ce qu'Édouard André exactement a gagné, mais je vous lis le contrat que André a passé avec Linden, qui donc va multiplier cette plante. Une fois qu'elle a fleuri chez Ferrières, il faut la multiplier en grand nombre. Par un arrangement spécial, je chargeai un horticulteur belge, bien connu, de cultiver la plante, de la mettre en vente, sous la condition écrite que je recevrai un tiers du prix brut de la vente jusqu'à concurrence de 10 000 francs et moitié sur toutes les sommes dépassant ce chiffre. Et donc, on estime que l'argent généré par cette plante a été d'à peu près 100 000 francs. Et commande Charles Baltet, qu'on a vu tout à l'heure, le succès de cette aroïdée tapageuse engagea de riches amateurs à se syndiquer pour l'organisation d'explorations lointaines. Donc on se dit, il y a de l'argent à faire, le risque vaut le coup, allons-y. Et donc il va y avoir un grand mouvement d'exploration. Édouard André va lui-même remonter une exploration. Alors, le volet après ces explorations, c'est les publications. Et évidemment, je passerai rapidement sur tout le mouvement de la presse horticole, mais Édouard André va y être très impliqué. Je vous ai dit, il a cette idée de la démocratisation. Il va commencer dès 1860 à écrire dans la revue horticole, probablement un peu pistonné par son ami Dequesne du Muséum. Et il ne va jamais cesser. Il va aussi faire la réédition dès 1862 du Bon Jardinier, qui va revoir entièrement, où il va effectuer de nombreux ajouts, et notamment toute la partie consacrée aux parcs et jardins, ce qui représente son premier écrit sur les jardins. Et il a conscience que l'illustration est une chose très importante. Il va toujours apporter beaucoup de soin à ses images, à avoir des planches intéressantes, pour rendre attractif la publication, mais surtout pour qu'elle soit très précise.
Ce mouvement auquel il participe est un mouvement international, ce développement de la presse horticole. Et l'objectif, c'est vraiment d'être utile. On a là cette planche qui n'est pas bien belle, mais qui concerne le mildiou, qui est une maladie qui va toucher les vignes françaises. Et donc, Édouard André va beaucoup s'y intéresser. Donc, vous voyez, c'est une horticulture ornementale, mais c'est aussi vraiment une horticulture appliquée. Donc, je vous disais, ce mouvement, ce développement de la presse, il a lieu en France. Il y en a de très nombreux titres de revues horticoles, et aussi à l'étranger, avec notamment William Robinson qui va développer de très nombreuses revues, notamment The Garden en 1871. Et chaque revue, finalement, fait appel à des collaborateurs étrangers. Par exemple, Charles Baltet et Édouard André sont sollicités pour The Garden de Robinson. Robinson va fonder une nouvelle revue, Gardening Illustrated, où il fait intervenir Ruskin. Enfin, c'est des revues où l'horticulture n'est pas réservée aux seuls horticulteurs. Finalement, ça diffuse dans un vaste monde. Aux États-Unis aussi, et Édouard André encourage vivement son ami Sargent, la presse horticole et d'art des jardins se développe beaucoup, avec notamment la revue Garden and Forests. Édouard André va y participer. On voit là qu'il y a un mouvement général d'entraînement. Les sujets sont repris d'une revue à l'autre, traduits, mais ils sont surtout très concrets et concernent vraiment les propriétaires de jardins, les horticulteurs, dans leur dimension quotidienne. Édouard André, il sait bien que c'est un outil aussi très efficace pour lancer des végétaux, et donc il va publier de nombreuses descriptions de végétaux, des nouveautés avec des planches en couleur. Les clients y sont habitués, notamment avec la multiplication des catalogues comme ceux de la maison Villemorin. On est habitué à disposer d'illustrations de qualité. Et donc, les présentations de plantes que va faire Édouard André sont assorties de recommandations quant à la culture et à l'emplacement nécessaire. Alors là, à gauche, c'est une plante Philodendron andreanum qui a été dédiée à Édouard André. Là, vous avez une image de sa propriété de la Croix en Touraine. En effet, Édouard André, une fois qu'il a quitté les serres de la ville de Paris, on pourrait se dire comment fait-il pour se tenir au courant. Il a deux endroits où il continue à cultiver des végétaux. L'un en Touraine, où il s'est installé, en fait, il prenait ses mois d'été, en 1870, dans sa propriété de la Croix, donc, avec des serres, où il a du personnel qui toute l'année travaille, et où il fait des observations, il rapporte des graines de ses voyages, il plante, il regarde, et puis s'il estime que ça peut être intéressant, il les diffuse dans la revue horticole. Et l'autre lieu d'exploration, c'est sa villa Columbia à Golfe-Juan, dans le Midi, où il peut expérimenter les plantes dites du climat de l'oranger, et donc évidemment qui est aussi un grand débouché puisqu'on plante énormément sur la Côte d'Azur, enfin on crée énormément de jardins, donc il y a aussi un banc d'essais pour ces plantes nouvelles intéressantes et ces essais d'acclimatation. Là, c'est le jardin alpin de la Croix, donc toujours en Touraine, où il a fait aussi des essais de rocaille. Donc on voit, il continue à avoir cette approche de terrain. Ce n'est pas simplement sa connaissance avec les pépiniéristes. Donc passons maintenant au volet rayonnement. Vous avez compris que ces plantes, cette diffusion des plantes était essentielle parce qu'elle était une composante qui avait permis de renouveler le jardin paysager. Et donc on va voir ces plantes se diffuser vraiment en France, et à l'étranger. L'activité de transformation de la ville de Paris a été considérable sous la période d'Alphand, et Édouard André, en 1879, dans son traité, écrit « Aujourd'hui, le total des parcs et jardins publics de Paris dépasse 80 ». Donc toute cette période, cet engouement parisien, ce mouvement parisien, a surtout suscité ensuite un vaste mouvement dans toute la France de création de parcs et de promenades publiques. Les édiles locaux, ayant souhaité à la fois montrer combien leur municipalité avait les mêmes préoccupations urbanistiques, hygiénistes que Paris, et leur capacité aussi à créer de nouveaux lieux de sociabilité dans leur ville.
Édouard André poursuit, donc dans son bilan de 1879, à l'instigation de la ville de Paris, les grandes villes de province voulurent avoir aussi leur jardin public et sortir de la routine où elles avaient dormi si longtemps. Lyon eut à son tour son bois de Boulogne, dessiné par M. Buller, dans des terrains malsains conquis sur le Rhône. On voit bien qu'il s'agit d'une amélioration, c'est pas seulement pour faire beau, il s'agit vraiment d'aménager l'espace. Marseille, où est-ce que je suis ? Marseille créa autour du château Borély, près de cette admirable plage du Prado, un parc, alors en 1860 par Barrier-des-Champs. Rouen, Montpellier, Avignon, Lille, Tours, Angers, Caen, Nantes, Strasbourg, Troyes et bien d'autres villes furent dotées de jardins publics pour lesquels les municipalités firent hardiment des sacrifices récompensés par le bon accueil du public. Je ne parle pas de l'étranger, où cette influence s'est fait également sentir et où le goût des jardins augmente chaque jour. Cette régénération est maintenant dans toute sa force. On voit bien qu'il s'agit vraiment d'un mouvement nouveau qui balaye ces villes qui grandissent, qui sont plus accessibles par le train, donc qui vraiment des villes qui acquièrent de la puissance et qui veulent se doter de ce jardin. Il est à croire que cette régénération ne s'arrêtera pas là, au grand bien des populations qui en font l'objet. Le mode de création de tous ces parcs ou jardins, après avoir pris naissance dans les récents embellissements de Paris, ont totalement modifié les règles anciennes de la formation des jardins. Et en effet, un Barrier-des-Champs travaille à Paris, mais en même temps a des commandes, en l'occurrence à Marseille, mais aussi pour le jardin anglais du Jardin des Plantes du Mans, à Lille, où il va dessiner le parc Vauban, le jardin Vauban, à Roubaix, où il dessine le parc Barbieux, et même en Égypte, cette fois-ci il a quitté la ville de Paris, mais en Égypte pour le Quai d'Ives. Donc on voit que ce sont les mêmes artistes qui ont été appelés dans les villes de province. Les frères Buller aussi, qui ont été bien étudiés par Louis-Michel Noury, contribuent à cette large diffusion, aussi bien à travers la commande privée que publique. À commencer donc par la Tête d'Or en 1857, dont les grilles sont exactement copiées sur celles du parc Monceau. Et ça montre explicitement la dette que le parc a envers ses parcs parisiens. Mais aussi, les Buller ont fait des parcs à Bordeaux, à Tours, avec le parc des Prébando, à Béziers, non, j'ai pas mis Béziers, pardon, à Béziers avec le Jardin des Poètes, à Bayeux, ou alors dans le célèbre parc du Mont Tabor à Rennes. Donc, une espèce de contagion très rapide, entre 1865, disons, et 1880. Et cette frénésie, cette envie de copier les réalisations parisiennes, elle est aussi relayée par des ouvrages, celui d'Édouard André, mais aussi les promenades de Paris, qui vont donner envie aux élites nouvelles de faire réaliser de nouveaux lieux pour leurs administrés ou pour leur compte propre. On a cette diffusion des images va véritablement créer un appel. C'est tout un système qu'on veut reproduire, un système de financement des projets par la création de valeur, comme je vous l'ai expliqué pour les buts de Chaumont. On crée des nouveaux pôles où les investisseurs vont bien vouloir venir construire des nouveaux immeubles. L'amélioration de lieux malfamés ou insalubres, la création d'emplois pour les populations désœuvrées, notamment l'hiver, quand la main-d'œuvre manque de travail, des nouveaux lieux de sociabilité, mais c'est aussi des choix formels qu'on va reproduire, des choix de plantation, d'ornementation florale, d'équipements avec des kiosques, des serres, et aussi des serres, les magnifiques serres de la Tête d'Or, et aussi des vallonnements qui sont reconnus comme une spécificité de l'art français qui vont contribuer à son succès. On en reparlera de ces vallonnements. Justement, Édouard André explique la naissance de ces vallonnements en attribuant à Paxton, l'architecte de Crystal Palace, l'architecte anglais, cette idée qu'il avait d'abord appliquée en Angleterre. Et en fait, Paxton est appelé chez les Rothschild pour diriger l'embellissement des propriétés de Ferrières et de Boulogne. Donc décidément, les Rothschild sont très importants pour le développement de l'art paysager. Le mode d'opérer de Paxton frappa les chefs de service des promenades et plantations de Paris, qui prirent dans ces procédés d'utiles indications. À cette époque déjà, M. Buller, Varé et quelques autres artistes s'étaient occupés de l'étude des mouvements de terre dans les jardins. Mais M. Barrier-des-Champs, que M. Alphand avait appelé à Paris, vit un grand parti à tirer de cette innovation, et il contribua puissamment à la propager en y apportant des modifications. Le vallonnement devient un système. On l'appliqua non seulement au parc, mais aussi aux plus petits jardins.
Et c'est là où le bas blesse. Le genre plaisait, la mode l'adoptait avec un enthousiasme un peu exagéré, ce qui faisait dire à un écrivain d'outre-Rhin que les jardins de Paris étaient faits de chaînes de montagnes lilliputiennes. En effet, poursuit-il, le vallonnement des jardins de Paris eut alors ses lois, tacitement adoptées par les dessinateurs de jardins, lois ni écrites ni formulées, mais généralement adoptées. Les uns n'y virent qu'un procédé employé constamment et fatiguèrent le public par une ennuyeuse uniformité. D'autres, plus habiles et ingénieux, saisirent de l'idée et en firent d'heureuses applications. On voit bien qu'on est là dans ce danger perpétuel qui guette le parc de style paysager, qui est la copie bête de forme, sans qu'elle soit adaptée au site. Et Édouard André va y revenir. Et donc, tout feu, tout flamme, les paysagistes français ont tendance à se dire c'est nous qui avons la recette du style paysager. Édouard André relativise tout à fait ce rayonnement en reconnaissant dans son coup d'œil sur les jardins actuels, toujours en 1879, que d'autres nations s'essayent à ce renouvellement du parc public, notamment, alors à gauche vous avez le parc français, on reviendra à ces traités, mais en haut le parc anglais, avec Paxton dont on a parlé, et puis Marnock. Alors, et puis en Allemagne, il signale M. Lenné et surtout M. Meyer. Et puis il finit quand même par une petite pique sur l'Italie. Les jardins publics d'Italie sont en progrès. L'influence française s'est fait sentir dans les nouveaux parcs de Milan, de Turin, à la promenade des Cascine et des Colli à Florence, dans les nouveaux arrangements de Pincio à Rome, dans les squares de Naples, etc. Donc il reconnaît qu'il y a une influence, mais il reste qu'il y a d'autres recherches en Europe. Il reconnaît surtout celle de Frédéric Law Olmsted aux États-Unis, dont nous reparlerons. Et Édouard André, finalement, est très bien placé pour faire ce tour d'horizon. Et pour voir, il faut vraiment voir dans cette analyse, en même temps que une légitime fierté d'appartenir ou d'avoir appartenu à cette équipe haussmannienne, la conscience qu'il y a quand même quelque chose à glaner à l'étranger et qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, qu'il va falloir aller regarder. Et c'est ce qu'on va voir maintenant à travers 3 parcs. Alors, pour ce sujet-là, on se limitera au parc public parce qu'il a tellement fait, pour voir comment, à chaque étape de sa carrière, il s'est imprégné des traditions étrangères. Je vous ai parlé de Sefton Park, donc, qui a lancé sa carrière, qui lui a permis aussi de se lancer comme architecte paysagiste indépendant, parce qu'il a pu avoir des commandes. Il a donc remporté ce concours lancé par la ville de Liverpool sur un terrain offert par Lord Sefton, ce qui lui a donné son nom. Il y acquiert une réputation internationale. C'est le premier projet remporté par un Français en Angleterre, parmi 29 candidats. Il y avait un autre Français, Duvillers en l'espèce, mais Édouard André avait été malin, il s'était associé à un architecte anglais de Liverpool qui s'appelait Lewis Hornblower, et donc ils gagnent le concours et surtout ils obtiennent la réalisation du projet, ce qui va être évidemment important. Et les travaux vont durer jusqu'en 1872, donc il va avoir une pratique très fréquente de l'Angleterre à ce moment-là. Et lorsque Sefton Park est inauguré en 1872, le rédacteur en chef de la revue Horticole, qui est un de ses amis, y consacre un long article en décrivant un parc extrêmement, on va mettre plutôt cette image, un parc extrêmement plaisant et varié, insistant sur tout ce qu'ils ont pu tirer des éléments de départ du parc. Un ruisseau naturel coulait du nord au sud, formait une vallée qui a été soigneusement embellie et utilisée. Un ravin pittoresque fournissait une excellente occasion de varier les aspects accidentés du parc par la formation de chutes d'eau et de cascades diverses. Les architectes ont utilisé les 2 vallées, une grotte pittoresque a été placée, une rivière serpentine en sort qui récupère tous les autres drainages avec des barrages successifs. Et on rappelle dans l'article que tous les travaux de Roche sont dus à M. Combaz, l'éminent artiste qui a construit à Paris la cascade de Longchamp, celle des buttes Chaumont, et fait tous les travaux analogues au bois de Boulogne, de Vincennes et dans les squares de Paris. Il faut imaginer quand même ce que c'était que d'aller à Liverpool à cette époque-là. On se paye le luxe de faire venir un rocailleur jusqu'à Liverpool, et donc c'est Combaz qui fait ces merveilleuses cascades de rocailles qui ont été restaurées il y a 2 ans par la ville de Liverpool, et qui montre vraiment, c'est extrêmement précieux, c'est un luxe,
et donc il montre vraiment le caractère français de ce parc. On va en reparler. Alors, si on continue notre promenade dans Sefton, voilà d'autres cascades qui étaient créées. Et je vous ai mis ici l'image de celle qui a été dessinée à la chute d'un ruisseau au but de Chaumont. On voit bien la similarité dans le traitement de cette cascade. Donc, notre reporter continue en détaillant les plantations qu'Édouard André a soignées, adoptant pour une partie du parc le principe de grand boisement forestier, de manière à former de larges massifs et à protéger par un solide écran les arbres de choix de l'intérieur. Donc on a des arbres précieux au centre, des arbres plus communs tout autour qui forment une barrière contre le vent qui est évidemment très fort à Liverpool. 200 000 pieds d'arbres ont dû être plantés, pour partie pris dans les boisements autour, pour avoir des effets rapides. Et effectivement, 5 ans après la plantation, tout le monde est très étonné qu'il y ait déjà cet aspect réussi. Si on revient un instant là, pardon, Édouard André c'était un projet complet, on va voir le plan tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il n'était pas, un projet très complet où il dessine jusqu'aux grilles des maisons qui sont autour du parc. Et donc, notre reporter finit en disant il juge que les critiques qui se sont élevées sont normales en pensant au patriotisme, au nationalisme, pourrait-on dire, outré que nos voisins anglais portent dans tout. Aussi, leur adoption d'un plan français serait déjà l'indice à peu près certain de la supériorité de celui de notre compatriote sur ceux qui étaient représentés en concurrence par leurs nationaux. Quand je vous dis qu'il s'agit d'une guerre économique, on hisse le drapeau quand un Français est appelé à concevoir en Angleterre. Donc, en 1866, Édouard André n'a que 26 ans, il est quand même extrêmement jeune. Il a travaillé 6-7 ans à Paris. Et donc, il faut vraiment considérer Sefton comme un parc français à Liverpool. Il y transpose ce qu'il a appris à Paris, au Bois de Boulogne ou au but de Chaumont. Et il s'imprègne quand même des traditions locales, et notamment en ajoutant des lieux de sport dans le parc, ce qui n'existait pas, qui n'était pas une tradition française. On voit là les terrains de cricket. Il y a aussi les revues militaires qui sont faites dans le parc, et il conçoit une longue allée cavalière pour la promenade de ces messieurs. Par ailleurs, alors voilà, on va voir quelques vues. Je vous disais donc qu'il était invité à dessiner les maisons. On a le même système de financement, c'est-à-dire des maisons, des lots qui sont créés dans ce qui était vraiment un désert et qu'il va s'agir de vendre. Et donc il va y avoir quelques problèmes à la vente, tout ne va pas être financé, donc tous les travaux ne vont pas pouvoir être faits tout de suite. Mais bon, Édouard André avait défini un code pour la construction des maisons pour que ça soit respecté. Et donc il faut voir dans ce parc une double influence, celle de Paris et celle aussi de la tradition de Liverpool. En fait, de l'autre côté de la rivière Mersey, à Liverpool, il y a Birkenhead. Birkenhead, c'est le premier parc conçu comme parc public en 1842 par Paxton, le même Paxton de Crystal Palace. Et Hornblower, l'associé d'Édouard André à Liverpool, avait justement fait ses premières âmes à Birkenhead. Et donc on est là vraiment dans un mixage de la tradition anglaise et de la tradition française. C'était un parc, vous devez vous demander pourquoi il y a Central Park ici, c'était un parc qui avait eu un tel renom, Birkenhead, que Olmsted avait traversé l'Atlantique pour venir le visiter et s'en inspirer pour faire Central Park à New York. Donc il y a là une généalogie du parc public paysager, qu'il est amusant de retracer, avec des échanges, et là, en l'occurrence, Birkenhead et Sefton Park qui se regardent part et d'autre de la rivière à 30 ans d'intervalle. C'est extrêmement intéressant. Et donc, Édouard André est d'autant plus offusqué des critiques qui vont s'élever contre son travail. Critiques qui viennent de la part des paysagistes anglais et qui lui disent, grosso modo, vous faites un jardin beaucoup trop français. Alors, il va donc devoir se défendre au moment des travaux pour défendre ses choix de paysagistes, et notamment en assurant n'être pas étonné d'avoir des choix différents de ceux d'un paysagiste étranger. Je respecte les choix anglais, mais je souligne qu'ayant été choisi en tant que paysagiste parisien par Liverpool, il ne faut pas s'attendre à ce que je renie ce que j'ai fait.
Édouard André, très en verve contre Nesfield, en l'occurrence, qui est l'accusateur en chef, qui est un paysagiste anglais. Il dit « Nesfield est vraiment très peu au courant du mouvement moderne de l'art des jardins. Autrement dit, vous êtes vous êtes de la vieille école, laissez-moi vous montrer ce qu'on fait à Paris. » Donc le conflit est ouvert. Une des occasions de se fâcher, pardon, je vais mettre plutôt celle-ci, alors voilà le plan qui a permis de gagner. Une des occasions de discorde va être les villas, l'implantation des villas, que les Anglais auraient préféré disséminer dans le parc et que Édouard André choisit de regrouper tout autour du parc. Mais la principale querelle va être sur le sujet des allées, parce que leur rôle diffère résolument dans les traditions françaises et anglaises. Édouard André dit « J'ai voulu donner à l'ensemble un caractère de grandeur qui corresponde à sa taille et son objet, ainsi qu'au site aux collines majestueuses. » Voilà les allées. Il va donc adopter un plan avec des grandes allées circulaires. Vous vous rappelez tout à l'heure, il montrait comment on faisait l'allée de ceinture, sans courbes compliquées. C'est en plus une attraction puisqu'elle est éclairée au gaz, ce qui est un luxe évidemment. Elle cumule 40 pieds de large pour les voitures, 25 pour les chevaux et 10 pour les piétons. Et toujours cette allée n'est pas plantée pour préserver le caractère de grandeur nue, comme dans l'allée de l'Impératrice, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, au bois de Boulogne. Donc Édouard André ne cache pas qu'il s'inspire des choses parisiennes, des expériences parisiennes. Une des contraintes que les concurrents avaient à résoudre, c'était la nécessité de faire circuler à la fois des gens avec des pratiques très variées, des piétons, des cavaliers et des voitures à cheval. Et donc ce traité des allées va être important. Ils vont choisir, alors je ne sais pas si on le voit très bien sur les photos, de bomber les allées pour faire disparaître au loin l'allée, que de loin on a l'impression qu'il y a une large pelouse. Les Anglais lui reprochent aussi d'avoir fait ces allées trop larges et donc de faire des croisements où il y aurait de trop vastes espaces de bitume. Édouard André répond que cette largeur est impérative et qu'il a prévu des bosquets d'arbres pour cacher les intersections. Enfin, Édouard André réplique que l'expérience parisienne que M. Nesfield n'a pas montre que les foules de visiteurs ont besoin de ces larges chemins et qu'une fois les arbres poussés, les allées ne sembleront pas trop grandes. Donc voilà, on voit qu'il y a des vraies querelles autour, et si on revient, c'est pas très agréable mais je vais le faire quand même, au dessin des allées, oh, zut. Alors, des allées, on voit effectivement à gauche, tout à gauche, le tracé français, à droite, en haut, le tracé anglais, très peu d'allées. Voilà, c'est probablement caricatural. Édouard André a voulu appuyer sa démonstration, parce que ce ne sont pas des parcs répertoriés, ce sont des modèles. Et puis, tout à fait à droite, un parc allemand où Édouard André trouve que les allées sont parfaitement mal placées et ne servent à rien. Voilà, pour vous dire que tout n'est pas tendre dans ce monde. Donc malgré toutes ces critiques, le parc va être salué comme une réussite et va devenir très vite un lieu très fréquenté. Paxton est déjà mort, et finalement cette tentative de reprendre l'héritage de Paxton à la française va être la dernière en Angleterre, la dernière tentative d'un grand parc paysager, puisque après il va y avoir la récession à partir de 1870 qui va frapper l'Angleterre, et il ne va plus y avoir de grandes créations comme ça. Alors une autre expérience qui va enrichir énormément Édouard André, c'est son expérience à Luxembourg pour ce qu'on appelle la couronne verte. Il y a appelé, vous voyez, Sefton Park est inauguré en 1872, c'est le moment où Édouard André est appelé. En fait, ça correspond à une des conclusions des traités qui avaient scellé la fin du conflit de 1870, qui nécessitait le démantèlement de la forteresse de Luxembourg. Et donc il va falloir transformer en un parc paysager, avec des avenues et des boulevards, cette citadelle que vous voyez à gauche. Et donc Édouard André va être appelé directement, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances il est appelé, il ne semble pas qu'il y ait eu de concours. Et ça va être pour lui un projet extrêmement intéressant, puisqu'il va y travailler jusqu'en 1903, donc quasiment 30 ans, même au-delà avec son fils. Et donc ça va il va progressivement faire évoluer son projet. Il part d'un terrain en démolition, certains forts vont être conservés,
mais certaines parcelles ont déjà, et ça va l'ennuyer, ont déjà été revendues, enfin rachetées par des privés, donc faire des enclaves au sein de ce parc, mais il va proposer un avant-projet en 1871, un avant-projet qui va être approuvé par le gouvernement et les travaux vont commencer très vite. En 1879, il va résumer les points forts de son intervention en soulignant que c'est un parc extrêmement vaste, qu'il est découpé en plusieurs sections par les avenues qui vont prolonger les rues du centre-ville. Donc c'est un parc qui va être un parc de transition finalement entre la ville et puis l'extérieur. Chaque partie de cette bande de verdure est contenue entre les percées de nouvelles avenues est conçue comme une entité autonome. Donc c'est un parc, 4 parcs en un parc en 4. Avec un circuit intérieur fermé, relié à l'ensemble du parc par des allées périphériques qui traversaient les avenues. Donc la ville est systématiquement exclue du champ de vision par des plantations assez denses, un écran de verdure périphérique, avec des percées qu'on ménage et qu'on choisit, et en revanche, d'un côté, enfin d'une section à l'autre, de larges vues qui font qu'on n'a pas l'impression d'avoir 4 petits parcs, mais un grand. Et pour conserver l'unité du parc, Édouard André prend soin d'en assurer la liaison par des continuités visuelles, entre autres avec des grands arbres, vieux arbres qui ont été conservés, l'utilisation de grilles basses, et puis des points d'appel comme ces petits kiosques qui, d'un point à l'autre, font rebondir le regard. Il fait des entrées à pans coupés, comme vous le voyez à gauche, et plein de dispositifs qui permettent d'en faire un véritable parc urbain sur une grande échelle, malgré cet effet de section. Il va soigner en particulier un espace qui est le monument de la princesse Amélie, avec un dispositif légèrement avec une terrasse et un fond sombre sur lequel tranchent des bouleaux plus clairs que vous voyez en haut. Et on voit bien ce dialogue qui s'installe dans certaines parties, en bas sur l'image, avec les immeubles nouveaux qui ont été créés toujours sur le même principe des terrains à lotir qui vont financer la construction du parc. Et il faut à ce stade parler d'un voyage qui va être fondateur pour Édouard André. Après son voyage en Amérique du Sud, il va le continuer, il ne va pas rentrer directement, il va aller en Amérique du Nord. Et c'est là où il va rencontrer Olmsted, aller voir les dispositifs spatiaux inventés par Olmsted aux États-Unis. Donc Central Park, avec cette jolie gravure, où on voit tous les points d'attraction que représente Central Park. Et puis, des choses il va regarder vraiment dans le détail. On voit à droite un parkway à Brooklyn, les vues, comment gérer des vues de villas qui essaiment tout autour du parc, les entrées, vraiment une revue de détails de ce qui a été inventé aux États-Unis. Et donc, il fait ça en 1876 et il rentre pour continuer ensuite le chantier à Luxembourg, où il va reprendre beaucoup de ces dispositifs spatiaux. Et les contemporains ne s'y sont pas trompés, qui disent que c'est un parc, je retrouve la citation, il est indéniable que le système des parcs publics dont notre ville fut dotée sous l'impulsion d'Édouard André s'identifie avec le système d'espaces verts publics des villes américaines. Voilà, donc une influence qui va être intéressante pour lui, et puis un chantier qui va s'étaler, qui va sauter le fossé de la citadelle, puisqu'on va lui commander l'aménagement de la vallée de la Pétrus, que vous voyez en bas, où il va travailler avec son fils. Donc, après l'héritage anglais, l'héritage de Paxton, l'héritage américain, et puis une dernière échelle, un dernier saut, si on peut dire, et un changement d'échelle total. On sait que l'art des jardins était très présent en Amérique du Sud depuis le milieu du XIXe siècle. Édouard André avait été une première fois sollicité pour Buenos Aires, le chantier ne s'était pas fait. Il va être appelé en Uruguay, à Montevideo, parce que la ville veut créer une direction des promenades et demander à un paysagiste français une étude globale sur la ville pour qu'il vienne étudier et projeter un plan d'embellissement général, je cite, grâce à des parcs, des avenues, des jardins que nous devrons exécuter peu à peu pour doter économiquement la population d'endroits agréables et proches pour ses promenades. Il s'agit là d'une ville qui est encore petite, qui va grandir et qui veut se doter d'un plan d'extension. Et là, Édouard André va passer du parc paysager à l'échelle urbaine. On a là un des plans
un des parcs qu'il projette, mais c'est à cette échelle-là qu'il travaille. Malheureusement, le plan d'ensemble a disparu. Donc ça, c'est une reconstitution par Sonia Bergman. On voit là les parcs qu'il projette, le parc central, le parc du Prado, les promenades, les avenues, les places. C'est un véritable système de parc, 10 squares intérieurs, et, dit Édouard André, en se jouant de l'aspect riant, mouvementé, pittoresque du terrain, sur lequel Montevideo s'étage gracieusement. Édouard André arrive dans un terrain où il n'y a presque pas de verdure, et il veut construire donc une ville nouvelle sur des bases complètement différentes, en travaillant sur l'existant, c'est-à-dire sans tout changer, mais en plantant énormément et en prévoyant des parcs très loin du centre actuel. Et notamment une promenade en bord de mer, puisque Montevideo a un site magnifique, un boulevard maritime qui va entourer la ville sur le bord du Rio de la Plata. Jugeant, aucune ville au monde ne saura alors montrer un tel développement de quais plantés. Et donc, il va prévoir différents parcs. Le Miguelete, alors je vous aurais dit que c'était Sefton Park, vous y aurez cru, c'est la même chose, le même système, sauf que ce projet avait été précédé d'une mission d'exploration dans les territoires sauvages du territoire uruguayen, et donc c'est avec une adaptation à la végétation locale. Finalement, c'est pas Édouard André. Il avait aussi prévu, encore une chose, 28 km de voies nouvelles plantées de 30 mètres de large, 14 km de voies nouvelles d'une largeur de 20 mètres. Donc on est bien dans la projection d'une ville. Et finalement, c'est pas lui qui mettra en œuvre l'ensemble du projet, c'est son élève, Charles Thaïs, dont nous reparlerons. Lui ne mettra en œuvre véritablement qu'une place, la place Zabala, dès le moment où il rend son projet, donc dès 1891, en indiquant qu'il s'est inspiré pour sa composition d'un des jardins conçus à Monte-Carlo pour le parc du Casino. Donc il faut rappeler que le Grande Ville et système de parc de Jean-Claude Nicolas Forestier ne sera publié qu'en 1905. On est là en 1891, dans quelque chose qui est tout à fait novateur. Édouard André se lance et on sent bien que le détour par les États-Unis a été crucial. Et donc, on parlait tout à l'heure de rayonnement, je vais passer rapidement. Après ces succès retentissants de parcs pour des capitales, Édouard André va évidemment être appelé participer lui aussi à ce rayonnement en province, avec de nombreux parcs. Le parc de Cognac, qui lui ira même jusqu'à lui demander deux parcs, un premier puis un second 5 ans après. Je suis désolée pour cette image qui n'est pas terrible, mais... Et là, c'est intéressant parce que c'est une transformation d'un parc privé en parc public. Où on retrouve tout l'arsenal, si je puis dire, avec un ravissant kiosque à musique, des grilles, des grottes, des éléments de rocaille. J'aurais dû insister, en haut à droite, vous avez un des éléments de ce fonds Édouard André qui a été déposé, donc on est content de pouvoir le montrer restauré. À Montpellier aussi, où il est appelé en 1899 pour le parc de l'Esplanade, et on voit une mini cascade des buttes de Chaumont. Et alors cette image colorisée que j'aime beaucoup là en bas, on voit que tout le monde y trouve son compte, les enfants s'amusent, les dames papotent, et on a des végétaux, des plantations rares qui attirent l'attention, qui structurent la composition. Une commande qui va d'ailleurs valoir des soucis à Édouard André, parce qu'il y avait des problèmes de reprise des végétaux, donc des disputes sans fin. Et finalement, parce que ce sera le dernier qu'il réalise lui, la transformation du jardin botanique d'Angers en jardin en promenade, jardin paysager public en 1901, où les horticulteurs et paysagistes locaux sont furieux parce qu'on fait appel à un Parisien, ils jugent ça comme une trahison. Édouard André lui met ça sur le compte du fait qu'il ait fait ses études à Angers dans ses jeunes années, et donc je trouve ça tout à fait normal. Voilà, donc pour évoquer cette... alors évidemment, il a aussi été au Quirinal, à Rome, appelé, en fait, alors là c'est un peu spécial, c'est appelé par un banquier qui voulait récupérer des terrains, qui a dit à l'État, écoutez, je vous fais ce jardin, vous me donnez les terrains. Très romain comme... Et puis la Piazza Cairoli à Rome, si je me permets de dire ça, c'est parce que j'y habite, donc effectivement, ce petit jardin, là, il offre ça à la ville de Rome. En fait, le grand balcon que vous voyez, c'est celui de sa maîtresse. Comme quoi, les voies de la création paysagère
sont nombreuses. Voilà. Alors, ça va. Si on continue, si vous avez encore un peu de patience, on va regarder un peu plus profondément les mutations qu'Édouard André a fait opérer. On a vu qu'il y avait ces voyages, qu'il y avait ces influences américaines, anglo-saxonnes, qui contribuent à faire évoluer ce qui avait été inventé à Paris. Mais il y a 2 points particuliers qui vont contribuer, et je pense que les recherches vont devoir continuer dans cette direction, qui vont contribuer à faire évoluer les jardins paysagers français, le parc paysager français. En particulier, donc 2 points, l'utilisation des végétaux et la réflexion sur le style composite. Édouard André, vous l'avez vu, est un homme qui vient du monde des plantes. Il ne conçoit pas un projet en dehors de ses végétaux. Et pour lui, la réussite d'un chantier se joue en bonne partie sur le bon choix de la végétation, son installation dans les meilleures conditions, donc un savoir-faire. Aussi un savoir choisir, choisir le pépiniériste avec qui on travaille, savoir prendre les nouveautés, mais aussi les végétaux qui vont constituer une armature solide pour le jardin. Et donc, un espèce de jeu permanent entre les aspirations de la mode et puis des choses plus solides. Il va porter un regard particulier sur les plantes quand il les voit, celui du paysagiste qui apprécie d'abord le port, la couleur du feuillage, la couleur des troncs, les variations de couleurs, la capacité à grandir vite. Autant de choses qui font que le monde végétal va donc constituer l'armature de ses projets et qui va voir sa palette végétale augmenter de manière extrêmement rapide avec tous ces végétaux qu'il rencontre et surtout qu'il a vu in situ, à la différence d'autres qui n'ont pas eu cette scène. Donc pour lui, un jardin, ça n'est pas une liste de plantes, mais des scènes avec leur agencement, leur milieu naturel. Une autre chose qui va être très importante, c'est, vous voyez, ça c'est le catalogue Leroy. Donc Leroy, il avait pris en apprentissage Édouard André à un moment, et on voit le catalogue, qui est un catalogue de plantes, mais où on a une carte des chemins de fer français. C'est très important. Cette diffusion des végétaux, elle va se faire avec les expositions, mais aussi bien sûr avec le développement incroyable du chemin de fer, qui va réduire le temps de transport et donc permettre l'arrivée en bon état de plantes développées par des pépiniéristes dans leur région naturelle. Et donc, alors Leroy va être aussi celui qui va considérablement développer les échanges avec les États-Unis. Et donc, on va avoir des arbres nouveaux qui arrivent. En 1854, on avait eu le Calocédrus, le séquoia et le thuya. En 1868, le cèdre de l'Atlas bleu. En 1880, le cyprès de l'Arizona. Il faut prendre toutes ces dates avec évidemment la prudence nécessaire. Mais grosso modo, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit arriver ces espèces. Et donc certains de ces arbres vont même prendre beaucoup de valeur, comme le séquoia dendron giganteum, dont la graine vaut en 1860 9 fois plus cher que l'or, à poids égal. On va donc comprendre pourquoi ces arbres sont utilisés souvent seuls. Parce qu'ils sont de valeur, on met en valeur leur rareté, justement. Lorsque Albert Momnay, qui va être en 1911, celui qui va faire, au moment de la mort d'Édouard André, celui qui fait le point le plus intéressant avec le plus de recul sur l'œuvre d'André, donc Albert Momnay, dans La vie à la campagne, va insister particulièrement dans son regard rétrospectif sur les plantations, en disant « Ce sont les plantations qui forment son objectif constant, c'est le but de tous ses travaux. Les effets d'ensemble sont mis au cadre par les plantations. Par elles, les mouvements du sol sont expliqués, ornés, encadrés. Par elles encore, les eaux sont mises en valeur et décorées, les roches garnies et dissimulées. » Donc, Édouard André insiste pour que le concepteur s'occupe lui-même de ce choix de végétaux, de son implantation. On peut déléguer certaines étapes, mais pas le choix et la disposition des essences. Et juste avant d'arrêter de travailler, il insiste beaucoup sur cette nuance qu'on est capable d'avoir avec des végétaux, et je vous lis ce passage que je trouve très joli. « Assez longtemps, le procédé des contrastes violents aura affaibli le sentiment de la nature. On a vu des fonds de parc où de gros massifs de négondos panachés semblaient, dans les lointains au crépuscule, des légions de blancs fantômes enveloppés de longs suaires. On a vu des pièces d'eau, hélas, refléter les masses vineuses de trop nombreux êtres pourpres ou se maculer de l'image coccinée des groupes contigus de chênes d'Amérique.
au lieu de renvoyer doucement aux yeux du spectateur les ondoyants feuillages de saules légers, de trembants peuplants, de la flore naturelle du bord des eaux. Donc on voit qu'il a cette attention aux variétés qui sont choisies. Et donc ça doit être des éléments qui équilibrent la composition. Voilà la scène de plantes vivaces en fleurs. Et ça va jusqu'à même à la roseraie de l'Aille les Roses. Là, la photo est en 1910, mais le chantier est de 1900, où c'est le végétal même dans son port qui va dicter la structure du projet, avec des végétaux à port grimpant, en boule. Enfin, c'est l'apothéose du rosier dans toutes ses formes. On en reviendra rapidement. Donc, Édouard André, il nous permet de voir assez bien ces étapes dans l'utilisation des végétaux, et ce qui n'est pas un revirement. Ça nous montre bien que c'est des utilisations concomitantes et adaptées finalement à chaque cas. Pardon. Donc en 3 étapes, l'utilisation des plantes exotiques, la nécessité de laisser la nature reprendre ses droits et l'intérêt des plantes indigènes. 3 réflexions concomitantes. Il commence quand même par l'exotique et puis il va finir par comprendre que ça n'est pas la seule chose. Alors, Édouard André était donc aux avant-postes aux fleuristes, et puis il reconnaît quelques années plus tard son engouement et son caractère excessif, en disant on empruntait une richesse inaccoutumée à la flore tropicale, et cette voie nous paraît maintenant entrer dans la période décroissante. Il restera de l'art de grouper les fleurs et surtout les plantes, des leçons qui porteront leurs fruits, mais ce qui prenait les proportions exagérées d'une fantaisie bizarre et coûteuse disparaîtra comme tous les caprices de la mode. Donc il va prôner un retour au jardin naturel où on abandonne ces corbeilles, ces décors entièrement de feuillage, mais qui ne survivraient pas une seconde à un peu de froid, et prôner un jardin au style naturel en estimant que ce mouvement est dans l'air. Il mentionne ces jardins de la nature qu'il y aurait tant de mérite à imiter, et dans cette réflexion, il rejoint les réflexions qui sont menées par William Robinson, dont il est très proche, et va donc donner cette image d'une bordure vivace dans le style naturel. C'est aussi un effet d'une observation qui va l'amener à évoluer, pas seulement un trop-plein de plantes exotiques. C'est parce qu'il s'est promené, il raconte qu'il se promène, Olmsted plutôt, lors de un de ses voyages à Paris, il raconte qu'il allait se promener au but de Chaumont avec Édouard André après la guerre, donc vers 1872 à peu près. Et il raconte, donc Olmsted dit « C'est à mon avis le meilleur morceau de plantation artificielle de son époque que j'ai jamais vu. » André sourit et dit « Vais-je vous avouer que cela résulte d'un manque d'entretien. J'avais planté cet endroit avec beaucoup de recherche, ayant l'intention d'obtenir immédiatement des résultats spectaculaires. Je venais de finaliser mes plans quand la guerre a éclaté, je n'ai pas revu le parc pendant 2 ans. Quand finalement j'y suis revenu, m'attendant à tout devoir refaire, j'ai levé les bras de plaisir quand j'ai remarqué tout de suite que, vu d'ensemble, le travail était meilleur que je ne l'avais imaginé. La sélection naturelle avait fait disparaître les plantes fragiles qui ne convenaient pas. Presque tout ce qui avait resté avait poussé comme à l'état sauvage, d'une façon qu'on essaye d'obtenir. Donc il est très modeste finalement face à l'intervention du paysagiste, et il comprend bien que c'est ce style naturel qui seul peut vraiment tenter une large population. Tout le monde n'est pas les Rothschild à pouvoir avoir des serres magnifiques à Ferrières. Et donc il va entamer cette réflexion sur les plantes indigènes, qui est une problématique complexe qui dépasse finalement le monde de l'horticulture, puisqu'il s'y mêle une réflexion sur le nationalisme, finalement, le rapport, la fierté d'une nation d'avoir ses plantes et de les défendre. Et donc, l'Angleterre qui se bat pour avoir ces petites plantes et qu'elles soient en valeur et pas qu'elles soient recouvertes par la flore exotique. En sachant que, par ailleurs, si exotique signifie fragile, on va atteindre les limites de l'intérêt des recherches. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment
où il crée ce jardin botanique à Luxembourg qui a la spécificité de n'avoir que des plantes indigènes qui sont choisies avec les naturalistes locaux. Dans le même temps, Édouard André va faire son voyage d'exploration. Donc on voit bien que c'est des tendances qui se mélangent. Peut-être qu'un jour on aura une idée plus claire en regardant comment les autres paysagistes font, mais on a ces choses concomitantes. Donc avec cette réflexion sur les vivaces menée avec William Robinson, et qui partage finalement les idées de William Morris, qui rejoint les mouvements les réflexions du mouvement Art and Craft sur les végétaux indigènes, et finalement de l'intérêt de plantes moins connues, voilà, plantation pittoresque des vieux murs avec des plantes qu'il s'agit juste de faire grandir. C'est une réflexion qui, bien sûr, se développe dans un contexte de récession économique de l'Angleterre. Entre 1860 et 1890, on a moins d'argent à dépenser et donc on réfléchit à des choses moins coûteuses. Et puis, dans cette même période anglaise, en Angleterre, il y a, à cause de la crise, un abandon massif des terres agricoles et finalement, on voit comment le jardin va pouvoir, une gestion va pouvoir se réapproprier ce paysage délaissé. Et donc, pardon, on va rester encore 2 secondes sur cette image pour évoquer Édouard André qui indique finalement l'équilibre qu'il doit toujours y avoir entre l'utilisation de cette fleur exotique et de cette flore indigène, et finalement qui dépend du parc. Une des choses essentielles, c'est l'appropriation au caractère du parc. Il ne s'agit pas d'aller mettre des bananiers très, très coûteux dans un petit parc. En l'occurrence, il parle du parc de Mégodet dans les Deux-Sèvres, un parc extrêmement campagnard, rural, où il ne s'agit évidemment pas d'aller faire des bananiers, d'aller mettre des bananiers. Une autre règle, c'est que l'usage des plantes exotiques ne peut être le même selon le caractère public ou privé du parc. Et il explique notamment une réflexion intéressante qu'il a menée à Montevideo, où il avait été sollicité justement sur cette flore indigène. Le goût pour les plantes exotiques prédominera toujours dans les propriétés privées, sous-entendu privées de luxe. Mais il n'en est pas de même pour les promenades publiques, des parcs surtout. Pour obtenir des effets grandioses ou pittoresques à la fois satisfaisants pour l'œil et l'esprit, le fond de la végétation doit être composé d'espèces indigènes. Alors, l'architecte paysagiste viendra ajouter d'une main discrète l'élément exotique à l'élément national, le détail à la masse, la touche contrastante à l'harmonie générale. Vous voyez qu'il utilise ce mot d'élément national. Donc on est bien là dans une réflexion, dans cette période troublée de 1870, après la guerre de 70, de conquête, de lutte pour le pouvoir relatif des nations. Il s'agit de retrouver son identité nationale et finalement d'y retrouver son âme. Donc une autre réflexion sur laquelle Édouard André va être en pointe, c'est celle sur le style mixte ou composite. On utilise les deux mots. Comme l'a établi Édouard André, chaque parc requiert une solution différente, à la fois dans les choix techniques, dans les choix stylistiques. Et c'est pourquoi on a un peu de mal finalement dans l'immensité de ces productions, dont je vous montrerai un peu plus tout à l'heure. On a un peu de mal à s'y retrouver sur quel est le style vraiment qui domine. Et cette situation semble même confuse, comme le montre Momney en 1902, où il évoque des styles pittoresques, géométriques ou de mosaïculture ou composites, que nous nommerons simplement ornementation florale. En fait, on a une sorte d'éclectisme stylistique qui répond à celui de l'éclectisme architectural. Et on est bien loin, à partir de 1880 et jusqu'en 1900 jusqu'à la guerre, de l'unanimité avec laquelle le style paysager avait été adopté auparavant, les 40 années précédentes. Donc on va avoir une période extrêmement confuse sur laquelle on n'a pas encore une vision bien claire, on y travaille, mais sur quel est le style principal, mais on va avoir de plus en plus de styles de parcs dans ce style mixte, c'est-à-dire qui conjugue les deux styles de composition régulière et paysagère. Et Édouard André est l'un des principaux artisans de cette évolution, et Momney toujours
peut ainsi décrire son parcours. Deux phases très nettes s'accusent dans l'œuvre d'Édouard André. La première, lorsqu'il était encore imbu, on soulignera le imbu, des théories en faveur au milieu du XIXe siècle. Il ne voit pas autre chose que le jardin paysager tel que l'exécutaient Varré, Buller, Barry et Deschamps. Dans la seconde, quand il s'est affirmé par des œuvres importantes, on pense à Sefton, que son goût s'est affiné, que ses études personnelles l'ont reporté au jardin des siècles précédents, il compose un jardin avec moins de formalisme, en l'adaptant plus directement au milieu, en même temps qu'il évolue vers ce qui sera le jardin mixte ou composite. Donc, on a tendance à dire, bon, d'accord, c'est Édouard André qui a inventé le jardin mixte. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque si on regarde, il y a bien d'autres paysagistes qui en proposaient auparavant. Gabriel Thoin, dans son recueil en 1820, proposait déjà des jardins mixtes, qui faisaient juxtaposer le style régulier et le style paysager. En Angleterre, Repton, lui aussi, utilise parfois ces deux styles dans un même parc. Loudon propose aussi d'adapter et d'utiliser différents styles selon le site. Et Duvillers, comme l'a montré Isabelle Levesque, Darcel, qui était très actif à la ville de Paris et qui aussi a réfléchi sur cette solution du style mix. Donc, ce Darcel qui dit « Il manque souvent une transition que remplirait parfaitement quelques parterres à la française entourant le château », tout en remarquant qu'en France, on a peu cherché à réaliser cette transition, mais qu'elle a été beaucoup plus utilisée à l'étranger. Et donc, en 1885, si on continue notre parcours, le baron Ernouf, lui aussi, appelait à se libérer de du seul style paysager, à être un peu moins réticent, et donc à ce que le style régulier ne fasse plus l'objet d'une proscription quasi absolue. Bon, il y a différentes tentatives, mais aux yeux d'Édouard André, ça n'est pas suffisant, et surtout, ça n'est qu'un compromis. Ça n'est pas un style en soi. J'y vois plus de tâtonnements que de résultats, à quelques exceptions près, plus de mariage hétéroclite que d'union heureuse entre les deux styles. Donc, on voit qu'il avance cette solution du style paysager comme du style mixte, comme une véritable proposition qui va permettre de donner de la force à la composition. Pour lui, c'est vraiment ce style-là qui va permettre de répondre aux aspirations des contemporains dans ce qui doit être une paisible révolution. Il ne s'agit pas à nouveau de s'emballer et ne plus faire que ça, il faut vraiment l'adapter au site. Et vous l'avez lu, il le dit, les abords des palais, des châteaux, traités selon les lois de l'architecture et passant graduellement en partie éloignés où la nature spontanée reprend ses droits, voilà ce qui peut tenter les efforts des paysagistes de l'avenir. Et il s'appuie pour ça sur quelqu'un qui est célèbre dans cette maison, qui est Louis Vitet, et qui avait publié des réflexions sur les jardins, et sur le jardin mixte en particulier. Il le cite longuement. Gardons-nous, donc il y avait eu aussi cette jolie pensée, les lignes sont à la nature ce que la mesure et la rime sont à la pensée, elles l'ennoblissent, elles sont la poésie du paysage. Donc une invitation à retourner à l'utilisation de la ligne. Et une invitation qu'il développait ainsi. Gardons-nous donc dans nos jardins de n'être que naturels, soyons aussi un peu poétiques, associons l'ordre à la liberté, sinon c'en est fait de notre indépendance, et nous verrons une contre-révolution fougueuse, aveugle, exclusive à son tour, bouleverser ces gracieuses imitations. Donc Vitet mettait en garde en disant si vous faites que du style paysager, ça va vous retourner dessus et ils vont disparaître complètement. Donc pour lui, c'était une solution pour conserver les avantages du style paysager tout en étant un peu moins dogmatique. Et donc, finalement, la conclusion que peut en tirer André, c'est que c'est au paysagiste de trouver ce savant dosage, son cachet propre, son style, pour que cette proposition ne soit pas simplement des petits essais décoratifs avec des plates-bandes près du château, mais que la composition en soit vraiment transformée. Alors là, on voit encore, il y a un bon élève et un mauvais élève, comme vous l'aurez compris. Le bon élève est en bas, et il a compris que le style, que les lignes régulières devaient être faites avec talent, avec cachet, comme il le dit. Alors, on n'a pas encore de vision très claire sur l'utilisation du style composite par les différents acteurs, par les différents paysagistes, mais on voit bien qu'en 1825, il y a un auteur qui dit « Cette combinaison du style géométrique et du style paysager que l'on croyait devoir être la formule de l'avenir pourrait bien avoir une courte durée.
Depuis quelques années, on parle beaucoup de style régulier, et c'est là où il y a l'exposition des Arts déco 1925 et qui sonne le glas du style composite, et on passe vraiment à autre chose. Donc, la conclusion d'Édouard André, c'est surtout qu'il faut faire évoluer cette idée qu'il doit y avoir des théories, que c'est vraiment dans la pratique qu'il faut avancer. Finalement, c'est à ça qu'il invite. Il va, de manière assez significative, il ne va plus écrire de traité après son grand traité de 1879. Il restera silencieux, si l'on peut dire, et finalement, on doit aller glaner sa conception du style qu'il faut retenir dans les parcs qu'il a fait, dans les quelques articles qu'il a publiés, enfin dans les articles qu'il a continué à publier, mais qui ne sont jamais des articles dogmatiques, qui sont toujours des articles renvoyant à des compositions, à des sites précis, à des commandes précises des propriétaires. Et donc, il faut ajuster toujours, comme il le dit. On a oublié la pratique du terrain. Jadis, c'était sur place et non dans un bureau que l'on cherchait, souvent par de longs tâtonnements, à réaliser de jolis aspects, et l'on avait raison. Donc Édouard André défend ce côté praticien. Il va être enseignant à l'école d'horticulture, et on est dans un métier de pratique où on peut changer, et les beaux plans maîtres qu'on voit sont trompeurs. Et d'ailleurs, le fonds André est essentiellement constitué d'études et d'assez peu de plans maîtres. On aimerait bien, ça serait plus joli, mais c'est peut-être qu'ils ont tous été volés déjà, ça c'est autre chose. Alors, il a donc pu faire évoluer certaines théories. Je vous avais montré son dessin sur l'allée de ceinture, disant qu'elle était toujours indispensable. Alors, petit à petit, il évolue. Les parties du parc doivent être accessibles, mais pas de façon aussi systématique qu'avec les allées de ceinture comme on les dessinait avant. Donc on voit que petit à petit, il revient. Lorsqu'on lui demande une façon de composer un parc de moyenne étendue en 1900, il répond qu'il préfère donner le plan d'une de ses créations, plus important que la théorie pure et les dissertations. Et une des choses qui fera qu'il va revenir aussi sur ce côté dogmatique, c'est qu'il voit bien cette monotonie désespérante des jardins de ville qu'il critique, où il dit lui-même, sur la pelouse principale, l'inévitable négondo panaché, accompagné d'un hêtre pourpre, ce qui décidément il n'aime pas, d'un yucca pendula, d'un guinérium quelconque, et vous aurez une description qui pourrait servir à presque tous les jardins de ville. Et donc, il propose ce jardin basé sur un genre mixte intermédiaire entre le jardin symétrique et le jardin pittoresque. Donc, il va en fait avoir utilisé très rapidement dans sa pratique de paysagiste cette combinaison. On le voit là à Allerton Priory, qui est près de Liverpool, et bien sûr au Lude, où il propose, où il est invité, et il va là aussi, ça va être un chantier de longue haleine, puisque pendant 20 ans, il va être invité par les Talouettes à recomposer les jardins du Lude, et notamment en créant ces parterres au bord du Loir, qui était auparavant l'endroit où il y avait le potager, en déplaçant le potager, recréant l'ensemble du parc et réservant ces terrasses à des parterres réguliers, dont il dit qu'ils sont assez rares dans une aussi grande dimension en France. Il y avait pour lui un caractère d'évidence à choisir ce style. Ces parties ne pouvaient être traitées que dans le style régulier. Leur disposition toute spéciale sur une surface peu étendue indiquait clairement que leur destination devait être d'égayer les abords du château et de les relier au parc proprement dit, en s'harmonisant avec l'architecture renaissance de ces constructions. Donc on voit là l'essai, et j'aime bien cette image parce qu'on a un repenti à droite. Vous voyez le trait rageur qui a barré le parterre. En fait, le fonds André conserve, je crois, une douzaine de ces essais pour ce parterre, qui est, c'est vrai, compliqué parce qu'il y a un problème de symétrie par rapport au château. Et vous voyez sur l'éperon, enfin bref, c'est un cas d'exercice assez intéressant. Et donc, Édouard André, là, a clairement justifié cette utilisation du style régulier près du château, et puis le parc devenant peu à peu dans un style paysager. Voilà, sur ces grandes proportions, en face d'un paysage très étendu, j'ai voulu maintenir les ornements dans une grande simplicité de lignes. Mon impression, comme celle de la plupart des visiteurs, a été que des dessins compliqués eussent été déplacés. Donc on est là dans une reprise des lignes et un allègement des ornementations florales. On voit qu'il n'y a pas de grand massif de mosaïculture. On est dans quelque chose de très simple, de très pur. Un autre exemple de cet endroit où il va exercer cette tension entre le style paysager et le style régulier pour une véritable création, c'est les jardins de Monte-Carlo. Alors là, on a une vue en 1899.
où il y a devant le casino des parterres réguliers qui ont été malheureusement détruits et vers lesquels on glisse doucement vers ce qu'il appelle la petite Afrique, où là pour le coup il y a vraiment comment dire, une profusion d'essences exotiques, mais le lieu s'y prête. Ça va être comment dire, on est là dans ce dialogue entre les lignes régulières et les lignes paysagères. Un autre parc, l'Aversine, dont je n'ai pas d'image, où il dit « La décoration florale a été conçue de manière à rendre aussi brillante que possible les alentours de l'habitation. Peu à peu, en parcourant les jardins, les couleurs doivent s'atténuer, les feuillages exotiques arriver graduellement aux formes des feuillages permanents. » Donc on voit qu'on est... ce style, ce changement des lignes s'accompagne d'un changement des végétaux. Et ça va vraiment de pair. Alors, autre endroit où il a exercé ce talent du style mixte, à Palanga, en Lituanie, on est au bord de la mer. La petite tache que vous voyez à droite, c'est un bateau. On a des parterres extrêmement sophistiqués, une roseraie derrière, et puis un grand parc, et le paysage naturel qui se déploie tout autour. Alors en Lituanie, il a été invité par 4 cousins à faire 4 parcs. Et comme c'est un élément de fierté nationale, c'est des parcs qui ont été très bien entretenus malgré les vicissitudes du temps. Donc il reste plutôt mieux que les parcs français. Voilà, Lenvaris, un autre parc qu'il avait fait, avec ce parterre pour le coup très sophistiqué. Un jardin où l'échelle est très petite et on voit bien cette tension entre les deux styles. C'est le jardin de la Villa Masséna à Nice, au bord de la promenade des Anglais, où on a devant la villa un parc, un petit espace paysager avec des palmiers, des bananiers, une flore très travaillée. Et puis comme une transition entre la cour d'honneur et la villa, finalement un peu comme un jardin d'hiver, mais qui serait à ciel ouvert, ce jardin français sur un terrain très, très réduit, et la composition étant, il y a une transition très fine de l'un à l'autre par un simple petit parterre que vous voyez là-haut. Je vais te montrer. Voilà celui-ci. Mais il n'y avait pas d'accès direct de la villa à cette partie française. Soit on y arrivait par la cour d'honneur, soit on arrivait par le jardin paysager. Pardon. Un autre exemple de cette utilisation, c'est à Varna, en Bulgarie. C'est la famille royale qui l'appelle. Alors la croissance de la végétation là empêche de voir la finesse avec laquelle les terrains sont réglés et comment ce système de parterres réguliers est aussi une solution pour régler les différences de niveau. Et tout à l'heure, Momné disait le détour, une des choses qui l'avait fait changer, c'était le détour par l'histoire. On est là à Veldam, en Hollande, dans un parc. Alors on va montrer cette image à gauche du plan maître de la composition d'Édouard André, qui est dans un endroit très emblématique de l'histoire des jardins hollandais, et où il est allé s'inspirer des parterres hollandais historiques pour faire ces parterres de broderie que vous avez en bas, les deux à gauche et à droite, et puis où il reprend, alors voilà, qui ont disparu aujourd'hui, mais dont il reste le labyrinthe et des parterres de broderie quand même. Et puis un grand berceau de hêtres qui fait partie du vocabulaire historique. Donc, cette inspiration de l'histoire, mais qui ne va pas être un recours nécessaire à chaque fois. Il se trouve qu'à Veldam, c'était nécessaire. Pour lui, ça n'est pas toujours nécessaire. Alors, les parterres de Cara 2, en Ille-et-Vilaine, où il est invité, là, pour refaire uniquement la partie régulière, et dont les propriétaires s'emploient à conserver l'esprit et la richesse de l'ornementation, avec une composition, est-ce que j'en ai mis une autre? Voilà, l'allée verte, là, avec une composition et une perspective accélérée très intéressante. On voit bien que là, pour lui, il y a une grande sobriété dans le dessin. On se passe de la mosaïculture, on se passe des ornementations presque bavardes,
et on arrive à des lignes très pures. Alors à Baudry aussi, alors là en 1892, un peu avant, où il est invité pour refaire uniquement la partie qui concerne les abords du château. On continue notre promenade. Et puis finalement à la roseraie de l'Aï, où il va faire un dessin qui est exclusivement un dessin régulier. Voilà. Et pour finir rapidement, parce que je vous avais promis d'aller jusqu'en 1830, évoquer la figure de son fils et de ses élèves. En fait, Édouard André a été enseignant à Versailles à partir de 1892. Il reprend la tradition qui était une tradition horticole, de Darcel, de Choisy, donc la tradition paysagère, et il donne son cours jusqu'en 1901, date à laquelle son fils lui succède pendant 20 ans. Et donc il va y avoir une emprise, si on veut, de la patte André, de l'agence André, sur tous les professionnels qui sortent de l'école de Versailles, avec des leçons qui sont des leçons très pratiques, et qui finalement reprennent plus ou moins les grands chapitres du traité d'Édouard André. Alors, deux élèves qui ont particulièrement fait parler d'eux sont Charles Thaïs à droite, qui est celui qui a mis en œuvre les projets de Montevideo, et puis à gauche, Henri Martinet, qui avait travaillé à Varna en Bulgarie, que vous avez vu, et qui a été faire un jardin français à Tokyo, à Shinjuku-gyoen, où il a été appelé pour ce qui était un jardin privé. Alors vous voyez que maintenant il y a un magnifique parking dans la perspective, mais ce que vous voyez là est une lointaine descendance des jardins réguliers qui devaient entourer un château, lequel château n'a pas été construit. Donc on se retrouve avec un jardin régulier un peu bizarre, mais dans cet endroit qui est devenu vraiment le poumon de Tokyo, qui est très amusant, mais dont les Japonais sont très fiers. Et puis Buenos Aires, avec Thaïs qui a été travaillé aussi à Buenos Aires. Et puis bien sûr son fils, René André, dont il avait veillé à ce que la formation soit différente, ne soit pas horticole. Il avait compris que peut-être le pouvoir n'était plus dans les mains des horticulteurs, et donc il l'avait envoyé faire l'école des arts et manufactures, tout en l'envoyant aussi faire un long séjour à Kew Garden pour se former aux plantes. Et donc, il va d'abord suivre son père, et puis peu à peu, lorsque son père va lui passer la main vraiment en 1906, avoir sa trajectoire propre, et c'est celle qui nous intéresse de voir, continuer à faire des parcs pour des privés, mais cette commande-là va commencer à se tarir. Là, on est à la Magalone à Marseille. Il va aller en Égypte, dessiner des choses pour les pachas. Alors cette image est très mauvaise, mais j'ai tenu quand même à vous la mettre. Et puis il va répondre à des nouvelles commandes, comme ici un parc des sports au Havre, où on va lui demander de transformer un ancien parc de chasse en parc des sports, et on a un petit écho de ce qu'il avait fait à Sefton Park. Là, c'est une commande directe avec des stades, des choses comme ça. Et puis il va commencer à répondre à la nouvelle commande, qui est celle des plans d'extension de ville après la loi Cornudet de 1919, et qui va être vraiment une manne pour les paysagistes, parce qu'ils vont pouvoir appliquer leur connaissance de l'échelle de l'aménagement pour les villes, à un moment où il y a moins de commandes privées. Et donc, il va faire plusieurs plans d'urbanisme. Je vous passerai toutes les villes. Ça va d'Angers, Dax, Guebwiller, Le Havre, Alluin, Mazamet. Ce qui est l'occasion de proposer de faire des parcs. Et donc, à Angers en particulier, après avoir fait le plan d'extension, il va proposer le parc de la Garenne, qui est un parc dans un registre tout à fait différent, un parc paysager aussi, constitué petit bout par petit bout, donc un projet qui accepte de se faire petit bout par petit bout le long de la rive de ces étangs Saint-Nicolas, et où il va reprendre le vocabulaire paysager en simplifiant énormément, mais avec, vous voyez, une attention portée aux sujets qui sont plantés, au cheminement, donc réinventer finalement le parc paysager. Et puis une autre commande, en passant rapidement aussi, mais c'est toute la commande des sanatoriums, évidemment qui est une commande qui se développe beaucoup. Et on ne sait pas très bien comment il est arrivé à s'y intéresser, mais il a été sollicité pour 4 sanatoriums au plateau d'Assy, avec le sanatorium de Guébriand, donc on voit le plan. Là, on est encore un peu dans le vocabulaire paysager. Et ce qui est intéressant, c'est que
Au départ, pour le premier, on vient juste le chercher pour faire l'aménagement, grosso modo la plantation. Ce que les paysagistes pourraient dire la choucroute au dernier moment. Et puis, ça c'est pour le premier. Et puis pour les autres, il va vraiment être associé à l'implantation du sanatorium, à son installation dans la pente, au dessin des accès, un véritable travail d'aménagement, où tout son savoir-faire va être mis en œuvre. Et donc ça donne des compositions intéressantes à Pracoutan, l'année d'après, et puis à Martel de Janvry, je crois, celui-ci, où il va dessiner ce plan avec un système de sanatorium pavillonnaire. Vous savez qu'il y avait des alternances entre pavillonnaire et à bâtiment unique. En tout cas, une occasion de se pencher sur une nouvelle commande. Et c'est très révélateur finalement de cette évolution du métier de paysagiste, où on va rentrer dans un dialogue avec le grand paysage et vraiment changer d'échelle pour ce qui est cette montagne, et puis avoir des préoccupations qui sont plus sociales, plus hygiénistes, et qui répondent finalement aux nouvelles demandes des villes. Tout ça pour continuer de créer des lieux de paradis, comme celui qu'a dessiné Pierre Bonnard, dans une recherche perpétuelle pour créer des endroits paisibles pour chacun. Voilà. Je vous remercie.